Salut à tous, bienvenue dans Savoir-faire extraordinaire, je suis Camille Savali et j'ai créé ce podcast pour faire découvrir des métiers d'art et d'artisanat. C'est un sujet qui me passionne et que j'ai envie de partager avec vous, donc je vous emmène à la rencontre d'artisans dans leurs ateliers pour découvrir les incroyables métiers et les belles choses qu'ils font avec leurs mains. Dans cet épisode, j'ai rencontré Corentin Brison, un artisan céramiste qui a un super atelier dans le 10e arrondissement à Paris. C'est franchement un endroit trop sympa, où on peut se poser pour prendre un café, prendre des cours de tournage en céramique et admirer tous les petits trésors que Corentin fabrique. J'ai adoré discuter avec Corentin, il est très passionné par ce qu'il fait et il le communique avec beaucoup d'enthousiasme et de générosité, donc vraiment un plaisir et j'espère que ce sera pareil pour vous. On a parlé formation, technique et matériaux, mais aussi de la vie à l'atelier et on a pas mal discuté de la devise de l'atelier de Corentin, l'acte en suédois et pense artisanat. Ça vous évoque déjà sans doute pas mal de choses, mais je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Corentin. Salut Corentin. Salut Camille. Merci de m'accueillir donc, dans ton atelier dans le 10e à Paris. Aujourd'hui, donc, on va parler céramique et je voulais savoir qu'est-ce que c'est une céramique artisanale. Alors une céramique artisanale, on est sur un objet entièrement réalisé avec les mains. On est surtout sur un objet qui a une âme. On prend le temps de le réaliser et on espère qu'il va avoir une belle vie après. Et donc toi, pourquoi est-ce que tu es devenu artisan céramiste ? C'est un peu par hasard. J'ai rencontré une personne, Yasmine Dindar, qui était céramiste lors de vacances. Elle m'a un peu mis les mains dans la terre, chose que j'aurais certainement pas fait de moi-même. Et coup de cœur, j'ai adoré. Du coup, de retour à Paris, je me suis dit, il faut que j'essaye d'en faire un peu plus. Ouais. Et là, j'ai trouvé des cours du soir, des cours hebdomadaires dans un petit atelier près de chez moi. Je faisais ça en parallèle de mes études. Et en fait, à la fin, je me suis dit, mais le seul moment qui me plaît dans la semaine, c'est ce moment-là. Et donc, il y a un truc à faire de ce côté-là. Et j'ai rebasculé sur une formation professionnelle. Et ensuite, je me suis lancé. Ok. Et tu faisais quoi comme étude avant de te lancer ? Alors, au moment où j'ai découvert la céramique, je faisais un double cursus droit, histoire de l'art. Ah, mais c'est ce que j'ai fait aussi. D'accord, Enfin, et j'envisageais donc commissaire-priseur, la même chose D'accord. que toi probablement. Bah oui, à 18 ans, c'est ce que je voulais faire. Voilà, et puis finalement, j'ai fait des stages dans ce milieu, ça ne m'a pas convenu, et j'aimais vraiment la céramique, donc j'ai rebasculé par D'accord. la suite. Donc ça fait combien de temps maintenant que tu fais cette activité ? J'ai ouvert cet atelier il y a 3 ans, et donc je me suis formé il y a 4 ans maintenant. D'accord. Donc la formation dont tu m'as parlé, qui était donc une formation professionnelle, ça dure combien de temps ? C'était quoi ? Ça dure 9 mois, et c'est une formation qui prépare à un CAP. D'accord. Le CAP s'appelle tourneur en céramique. On peut le passer en candidat libre ou pas. Le CAP n'est pas du tout obligatoire pour exercer ce métier. Ça fait encore partie des quelques métiers manuels où l'expérience suffit à l'enseigner et à pratiquer. Et justement, il faut combien d'années à ton avis pour devenir un bon tourneur ? Je ne sais pas ce que tu entends par bon tourneur. L'année de formation m'a vraiment permis d'acquérir les bases nécessaires pour réaliser des objets réguliers. Ouais. Ensuite, un bon tourneur, si par bon tourneur tu entends des pièces de 10 kilos, je pense qu'il faut 10-20 ans d'expérience et des gros bras. Voilà, c'est très dépendant de chacun, mais en pratiquant régulièrement, on peut, je pense que sur une année, on peut arriver à faire des trucs vraiment, vraiment cool. Ah oui, ça va vite finalement, mais est-ce qu'il faut un talent particulier, tu penses, ou est-ce que vraiment c'est au fur et à mesure de la formation que les choses deviennent régulières, ou est-ce que si on est nul, on est nul ? Non, il y a quand même des gestes techniques, donc même si on est nul, on peut vraiment s'améliorer. Je me souviens pas réellement de mes premières pièces, d'ailleurs je les ai pas gardées, c'est pour dire qu'elles devaient vraiment pas être très 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 belles. Donc oui, on peut s'améliorer même en partant de loin. Après je pense qu'il y a une base, peut-être un sens esthétique, un amour de la matière qui fait qu'on arrivera peut-être mieux que d'autres personnes. D'accord. Et quand tu me disais des gros bras, des grosses pièces, c'est dur physiquement le tournage ? Ouais, ça peut être très physique. Alors ça l'est si on prend pas la bonne position pour le dos, notamment on est beaucoup penché en avant. Mais en effet, dès qu'on passe sur des gros poids de terre, donc plus de 3, 4, 5 kilos et même plus, il faut réussir à maîtriser ce morceau de terre qu'on a entre les mains avec la force centrifuge du tour. Ouais, il faut un petit peu se muscler. Et c'est quoi le processus de création pour quand tu pars donc de la terre et que tu arrives à une pièce terminée ? Est-ce que tu peux me donner un peu les étapes ? Oui, bien sûr, c'est assez long. Donc je vais partir d'un morceau de terre. Moi, je travaille principalement le grès et la porcelaine à l'atelier, mais voilà. Donc on prend un morceau de terre, je le pèse, je vais venir bien le malaxer. Je vais vraiment travailler la terre pour enlever toutes les impuretés qui pourraient être dedans, bulles d'air, fissures, toutes ces choses qui pourraient se retrouver
dans les parois de mon futur objet et qui, du coup, à la cuisson, avec la chaleur du four, créerait des fissures ou des petites explosions. Une fois que j'ai bien préparé ma terre, alors soit je réalise l'objet sur le tour, soit je le réalise à la main en modelage. Ça, par exemple, c'est les beurriers, non, que tu fais, par exemple. Ouais, exactement. Les beurriers, je les fais à la main, je les fais à la plaque. Donc j'étale avec un rouleau Ouais. une plaque de terre, je fais mes découpes avec un gabarit. Voilà, il y a un jeu ensuite de collage. Ok. Mais je vais te parler plutôt de l'étape du tour. C'est vraiment ce que j'affectionne le plus. Donc une fois qu'on a une fois qu'on a bien malaxé la terre, on peut s'installer sur le tour. Là, il y a vraiment déjà plusieurs étapes, plusieurs gestes techniques. On va continuer de travailler la terre sur le tour. On va l'assouplir, on va essayer de la placer, de la positionner bien au centre du tour. Et ensuite, on va pouvoir commencer à créer réellement l'objet. Une fois que cet objet est réalisé sur le tour, je la décroche, mais on est sur une terre qui est très très molle, puisque sur le tour, je travaille avec énormément d'eau sur les mains. Ok. Donc cet objet-là, je ne peux plus rien y faire pour le moment. Je vais laisser au moins une nuit, voire quelques jours, un peu sécher. Et quand il commence à avoir une texture cuir, alors ce qu'on appelle texture cuir, c'est une terre qu'on peut manipuler sans complètement la déformer, mais qui reste justement manipulable. Elle n'est pas totalement sèche. Quand l'objet est au stade du cuir, là, je le remets sur le tour, et avec des tournesins, donc des petits outils métalliques, je recolle l'objet sur le tour et je vais venir enlever des copeaux, des petits morceaux de terre, poncer, enlever toutes les irrégularités, voire modifier un peu ma forme. Ah, donc c'est encore possible à ce stade. Ouais, c'est encore possible. Alors, pas du tout au tout, Mm. mais on peut faire des petites retouches. Une fois que ça s'est fait, éventuellement, je peux venir coller des choses sur mon objet. Je pense à une anse, je pense à un bec pour un pichet, toutes ces choses-là. Et ça, ensuite, cet objet, il va rester à l'air libre, à sécher pendant une petite semaine. C'est très dépendant de la météo extérieure. Donc en ce moment, là, il fait froid et humide, donc c'est clairement au moins une semaine. L'été, en 3 jours, c'est fait. Et quand l'objet est bien sec, là, je peux envisager de faire une première cuisson. Je dis première cuisson parce que chaque objet va subir 2 cuissons. La première cuisson à 1000 degrés va pré-cuire ma pièce, mais elle va être encore poreuse, ce qui va me permettre de tremper cette pièce dans un bain d'émail. C'est un peu technique, mais l'émail, c'est le vernis qu'on met sur l'objet. C'est ça qui le rend imperméable? C'est Par exemple ça. Alors non, pas sur ces terres-là. Ces terres-là, le grès notamment, c'est une terre, même si je ne lui mets pas d'émail, qui sera imperméable après la cuisson. Mais c'est ça qui donne l'aspect éventuellement brillant. Dans l'émail, il peut y avoir des pigments, des colorants. Et cet émail, la base, c'est de la silice, donc de la poudre de verre. On va donc tremper l'objet dans de la silice mélangée à de l'eau et mes colorants. Et c'est toi qui fais tes propres. Oui, moi à l'atelier, je réalise en effet mes propres émaux. Alors là, c'est un autre travail. On joue au petit chimiste et ça prend des mois, des années pour élaborer une recette. Obtenir une couleur qui nous plaise et éventuellement une couleur qui pourrait réagir avec d'autres couleurs si on les superpose. Donc là, toutes les couleurs des objets que je vois ici, en fait, c'est toi qui les as créés vraiment Exactement. intégralement. Ouais, intégralement. Ok, donc c'est vraiment unique. Ouais, c'est pour ça que j'en ai pas énormément. Je peaufine vraiment bien une recette avant de commencer une autre, mais ouais. C'est vraiment unique. C'est aussi tout le travail et tout l'intérêt du travail d'un céramiste. Réaliser une forme, c'est une chose. On a un peu tous notre style, mais on a également tous nos propres couleurs. Et ça, c'est vraiment ce qui peut nous différencier. C'est chouette. Et selon les différents pigments et différentes couleurs, il y a des cuissons différentes, non? Alors non, les émaux cuisent... Alors, l'émail cuit à une certaine température, mais en fait, c'est vraiment dépendant de la terre qu'il y aura dessous. D'accord. Par exemple, moi, pour du grès ou de la porcelaine, on est sur des terres, ce qu'on appelle en haute cuisson. Ce sont donc des terres qui vont cuire jusqu'à quasiment 1300 degrés. Et donc l'émail va cuire de fait à la même température. Sur la faïence, qui est une autre terre également, on est sur une température inférieure. Donc on fabrique des émaux qui, eux, vont fondre sur l'objet à une température de 900-1000 degrés. D'accord. Tu fais des dessins avant de créer tes pièces ou tu pars comme ça? Alors ça dépend. Si c'est une pièce pour une commande, je pense à des commandes de restaurateurs par exemple, où là va y avoir toute une phase de croquis, de prototype, pour qu'on tombe d'accord sur un modèle. Si c'est des pièces pour moi, pour me faire plaisir, pour proposer à la vente, j'ai des dessins, j'ai des choses en tête, et j'ai aussi des moments où j'ai juste envie de me mettre sur le tour, prendre un morceau de terre et je vois ce qui se passe.
Ouais, tu vois un peu ce que ça donne. Ouais. Est-ce qu'il y a des fois où tu dis j'ai envie de faire un truc totalement différent, changer un peu de style Ouais, des fois, j'essaye de nouvelles formes, de nouvelles techniques. Ça fait beaucoup rire mon entourage. Et mes amis ne me reconnaissent pas forcément, mais ouais, je tente des choses. Voilà, Et, ça reste vraiment en règle générale de l'ordre du privé. Et si vraiment il y a une pièce qui plaît, pourquoi pas la je commercialiser. suis un Mais peu curieuse de voir du coup. je te montrerai peut-être. Euh, et du coup, comment est-ce que tu décrirais ton style enfin, d'un premier œil, je dirais c'est assez épuré. Toi, Ouais. tu verrais ça comment? Non, tu as raison. Épuré, j'aime bien qu'il y ait une forme simple, qu'elle soit arrondie ou avec un angle, mais plutôt très pure. Une couleur, voire un petit jeu de couleurs. J'aime bien les objets intemporels. C'est plus ça. J'ai envie d'objets. Je fais que des objets utilitaires, principalement en tout cas. Et donc j'ai envie que ces objets soient utilisés au quotidien, que ce soit dans un restaurant ou même à la maison. Donc si je pars sur des décors ou sur des formes trop tarabiscotées, c'est des choses qui vont être vite remisées dans un placard et on ne les utilisera plus. Je préfère des formes un peu intemporelles, simples, des couleurs un peu neutres. J'aime les couleurs pastel, ou des couleurs très profondes, à l'inverse des bleus nuit, des noirs très très sombres. Et voilà, ça c'est mon plaisir pour le moment. Et, est-ce qu'il y a des grandes tendances, tu trouves, dans la céramique contemporaine, des styles particuliers ou c'est très Hmm. hétéroclite, je sais pas trop. Ouais, c'est assez hétéroclite. Il y a quand même quelques styles qui ressortent pas mal. Notamment des choses très épurées comme je peux faire. Ça on en voit beaucoup. Ouais. Non, mais ouais, non, c'est très hétéroclite en fait. Plus j'y pense, et non, j'ai du coup plein de noms de céramistes qui font des trucs vraiment différents en tête. Et je parle que de céramistes de ma génération, donc c'est pour dire à quel point, ouais. Dans ton atelier, tu accueilles des stages? Oui, exactement. J'accueille des élèves. J'ai commencé comme ça, et pour moi, c'était hyper important de transmettre à mon tour ce que je peux transmettre, en tout cas. Et en fait, c'est très très drôle quand je vois des gens qui touchent la terre pour la première fois. Je me revois il y a quelques années en arrière. Ils ont un... Il y a une satisfaction de mettre les mains dans la gadoue, entre guillemets. Tu vois, il y a un côté retour en enfance, on se fait plaisir, on en met sur nous, on s'en fiche, ça se nettoie très bien. Des petites étoiles dans les yeux. Et souvent, quand ils partent de l'atelier, ils me disent je me suis déconnecté, c'était génial, j'ai adoré. Enfin, et je Ah, me c'est suis quand même dit, une mais c'est concentration, quoi. exactement. Mm. En fait, c'est ça. C'est Mm. qu'on est concentré sur ce qu'on va faire avec nos mains et on pense à rien d'autre. Et en règle générale, c'est des ateliers de 2 heures et ça file à une vitesse folle. Ah, c'est chouette. Et les gens reviennent après pour faire des compléments ou Ouais. d'autres. Ouais. Il y a deux types d'élèves. Il y a ceux qui veulent vraiment essayer une première fois, soit seuls, soit même en groupe, ce qui peut être hyper sympa. Et donc là, voilà, ils testent, ils récupèrent leur objet cuit ensuite, ils en sont super Ouais, c'est contents. hyper satisfaisant. Clairement, ils vont l'utiliser, j'espère. Et après, il y a les élèves qui découvrent, qui adorent et qui ont envie d'aller plus loin, de pouvoir justement maîtriser le tour, certaines techniques, d'aller plus loin dans les techniques de décor. Et donc, je propose des cours au trimestre, des cours hebdomadaires au trimestre ou à l'année. Et donc là, on travaille pas du tout les mêmes choses. Ouais, c'est hyper sympa. Ouais. Ah, tu formes un peu des nouvelles générations de céramistes, quoi. Alors ça fait 3 ans que je donne des cours et j'ai déjà 3 personnes qui se sont lancées dans une reconversion. J'avoue que je suis un peu fier. C'est quoi tes matières préférées à travailler? Tu m'as dit donc toi c'était surtout le grès et la porcelaine. Ouais. Est-ce que tu as une préférence entre les deux et pourquoi est-ce que tu as choisi ces deux matières en particulier? Alors j'ai choisi ces 2 matières pour une chose, c'est que je fais des objets utilitaires. Donc je veux des objets solides à la fin et surtout des objets imperméables, comme on disait tout à l'heure. La faïence a la faïence, donc c'est la troisième terre qu'on peut utiliser en céramique. Elle a cette propriété d'être poreuse. Et donc on doit vraiment bien l'émailler pour pouvoir en faire un objet utilitaire. Ça me dérange un peu, puisque j'aime aussi le côté brut des matières. Et donc sur mes assiettes, par exemple, il y a toujours une face brute, le grès brut. Et donc on peut quand même les utiliser, les passer en machine, ce qui ne serait pas le cas avec la faïence. J'aime l'aspect rugueux, un peu solide, un peu épais du grès. C'est vraiment, il y a de la matière. On a un objet un peu lourd entre les mains. Et je travaille également la porcelaine sur des pièces que je veux plus légères, plus blanches, plus aériennes, mais souvent plus décoratives, des vases notamment, ce genre de choses.
pour la vaisselle de tous les jours, j'aime bien le côté vraiment brut du grès. Brut, Ouais, c'est ça me sûr. plaît beaucoup. Non, c'est la porcelaine, ce que j'aime bien, c'est vraiment la finesse. Je trouve que c'est presque un côté transparence que je... C'est vrai, c'est vrai. Très D'ailleurs, pour des délicat. luminaires, par exemple, ce Ouais. genre de choses, la porcelaine, elle est idéale. Ouais. Donc on parlait des gens qui se lancent donc, dans des formations professionnelles suite par exemple au stage, mais aussi d'eux-mêmes. Il y a quand même un côté travailler avec ses mains qui redevient très prestigieux, alors que ça a pu être un peu laissé au placard pendant quelques temps. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, tu as raison. Prestigieux, je sais pas, mais c'est valorisé maintenant. Ouais. Euh, Quand moi, je faisais mes études, donc il n'y a pas non plus si longtemps que ça, prendre, comment dire, faire un CAP, c'était vraiment la voie de garage, peu importe d'ailleurs dans quel secteur. Si on t'orientait là-dedans, c'est vraiment que tu étais mauvais à l'école et on valorisait les études très longues. Aujourd'hui, il y a un retour qui s'opère, en tout cas un équilibre peut-être. Je pense que ça peut s'expliquer par, je ne suis pas le seul à la dire, notre société actuelle. Surconsommation, surproduction donc. On a tous les mêmes objets des mêmes marques chez nous, standardisation au maximum, et du coup ras-le-bol, clairement. Et puis je crois qu'il y a un côté humain derrière, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient acheter de la vaisselle ici, en règle générale, on discute. Et on discute assez longtemps. Et donc la vaisselle qu'il va utiliser ensuite chez lui, il va pas juste utiliser de la vaisselle qu'il a dans ses placards, il va utiliser la vaisselle d'un artisan avec qui il a discuté, dont il connaît les valeurs, dont il a vu le lieu de production. Et j'espère que son plat n'a pas la même saveur, mais je pense vraiment en tout cas que son état d'esprit n'est pas le même quand il utilise une vaisselle artisanale. Et ça, je crois que c'est de plus en plus mis en avant dans les médias, par exemple. Et c'est ce qui fait basculer un peu, ce qui revalorise en tout cas les métiers manuels. Ouais. Il y a ta devise que j'adore, qui est largue ton suédois et pense artisanat. Ouais, ça c'était un gros brainstorming avec quelques élèves qui me suivent depuis le début. Je cherchais une devise un peu marquante pour l'atelier, quelque chose qui arrêterait les passants dans la rue. On a pas mal réfléchi et on est tombé là-dessus. Et j'ai trouvé ça très très drôle. Alors, c'est marrant parce que certains la comprennent tout de suite. Je vais l'expliquer, mais certains la comprennent. Et d'autres entrent dans l'atelier en me disant « Mais je ne comprends pas, qu'avez-vous contre les Suédois ?» Et alors là, évidemment, ça me fait beaucoup rire. Et je me dis, cela dit, ça marche, ça arrête les gens. C'est ce que je voulais. Ils rentrent dans l'atelier. Et je leur explique que non, évidemment, je n'ai rien contre les Suédois. D'ailleurs, je n'ai rien contre le fameux géant suédois à qui je fais référence dans mon slogan. C'est vraiment juste, quand on peut se le permettre et quand on prend conscience de certaines choses, lâchons un peu tous ces objets standardisés. Faites-vous plaisir, achetons des choses faites à la main et vous verrez, ça a vraiment une autre saveur. Non, c'est clair, rien que de se dire que chaque objet est unique, c'est vraiment ouais, c'est génial, un plaisir, quoi. Ouais. Bon, ça me fait plaisir que tu dises ça. Et tu ressens quoi quand tu as un client qui vient, peut-être c'est la première fois qu'il va acheter un objet qui est fait à la main, et ensuite il repart avec, il est content, ça te fait quoi ? Je suis super... Alors, si je sens vraiment que le client est ravi, je sais pas comment te décrire ce que je ressens, mais c'est... je me sens bien, je me dis, ouais, cet objet, il va avoir une belle vie. Et cette personne, elle était vraiment heureuse de l'acheter. Voire, elle s'est fait vraiment un beau cadeau. J'ai des clients qui rentrent, qui n'ont pas forcément à la base le budget pour ce genre de vaisselle, et ils vont acheter une pièce. Mais vraiment, tu sens que c'est leur plaisir. Ouais. Et là, je me dis, mais elle va être chérie, cette pièce, quoi. Ils vont l'utiliser tous les jours, et là, bonheur absolu. C'est quoi une journée type à l'atelier ? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une journée type. Ça dépend beaucoup de l'activité, des commandes, de tout ça. Mais ouais, il y a quand même des activités qu'on fait régulièrement. Première chose que je fais le matin, prendre un café, clairement. Ensuite, il y a de la terre à recycler. Je ne te l'ai pas dit pour le moment, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais de perte. Toute la terre qu'on perdrait sur nos mains quand on réalise un objet sur le tour, tous les morceaux, toutes les chutes de terre qu'on n'utilise pas pour créer un objet, moi je les mets de côté. Et en fait, en les faisant sécher, puis en les remélangeant à de l'eau, je peux complètement tout remélanger. Je pose ça sur des plaques de plâtre qui absorbent l'excédent d'humidité. Et ensuite, je peux remalaxer cette terre et repartir sur un nouveau objet. On repart à zéro, quoi. Donc, il faut recycler cette terre. Il faut régulièrement refabriquer des émaux, des engobes. Les engobes, c'est les couleurs qu'on vient peindre au pinceau directement sur l'objet. Contrairement à l'émail, où on va plutôt venir faire couler sur l'objet ou tremper la pièce dedans.
Je donne des cours, donc il y a un petit rituel, j'installe l'atelier, voilà, je prépare des petites bassines d'eau, toutes ces choses-là. Un peu de ménage aussi, il y a beaucoup de poussière ici. Voilà, et il y a aussi tout ce qui est, j'essaye de me prendre un moment dans la journée. C'est pas ma passion, mais répondre à tous les mails, faire des factures, voilà, toutes ces choses-là. L'administratif, chose qu'on nous enseigne rarement dans nos formations. Ah oui, oui, du coup, tu te retrouves un peu. Ouais, or mains c'est quand même dedans. un tiers de notre temps, sans parler de la com, toutes ces choses-là, mais oui, on a rarement, je sais pas ce que les gens imaginent, mais je passe pas ma journée les mains dans la terre. J'aimerais bien, mais c'est pas possible. Tout à l'heure, tu me disais que tu as parfois des commandes pour des restaurants. Est-ce qu'il y a des commandes en particulier qui t'ont vraiment plu ou un peu challengé Alors, franchement, toutes les commandes me plaisent. À partir du moment où je l'accepte, c'est que derrière, il y a un concept, il y a quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Ce qui se passe en règle générale, c'est qu'un restaurant me contacte. Il a vu ma page Instagram, il a vu mon style, il aime les couleurs, mais il va avoir une envie de forme bien déterminée pour un plat en particulier, par exemple. Et donc là, on va travailler sur la forme, on va faire plusieurs prototypes. Euh, et là, ce qui est génial, c'est le moment où on fait la commande et que je vois le plat dans mon objet, en situation, donc dans le restaurant. Mais là, c'est pareil, j'ai pas de mots. Il y a un projet, par contre, auquel je ne me serais jamais attendu. On m'a demandé de travailler pour un bar à cocktail. Ça, c'était un de mes premiers contrats. J'ai réalisé des petits shooters en céramique, enfin en porcelaine, carrés. Et en fait, on en empilait 3 et ça a créé un cocktail. Et ça, vraiment, je m'attendais pas à travailler avec un bar à cocktail. Et je peux te dire que le cocktail était très bon et que c'était vraiment un plaisir de bosser avec eux. Clairement. Totalement inattendu, quoi. Ouais, ça, je pensais pas qu'il y avait un marché de ce côté-là, mais j'aimerais bien refaire. Tu me parlais aussi de communication. Donc, tu es présent sur Instagram. Ouais. C'est aussi notamment comme ça que je t'ai découvert. D'accord. Et j'adore au quotidien suivre voir tes nouvelles pièces. Il y a pas mal dans ce que j'ai pu entendre, de gens donc, qui se tournent vers des métiers d'artisanat aussi en réaction à une digitalisation. On veut revenir à des choses plus concrètes. Mais en même temps, c'est rigolo parce que finalement, Instagram, par exemple, c'est quand même un levier hyper important pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir mettre en avant un peu ces nouvelles créations. Voilà. Non, mais tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, sans Instagram, j'aurais pas cette visibilité. J'aurais pas eu autant peut-être de contrats avec des restaurateurs. C'est clairement un moyen de communiquer hyper important. Il a ce côté sympa qu'il est quand même pas... Enfin, on peut s'abonner à des comptes qu'on aime, regarder un peu, mais on n'a pas besoin d'être scotché constamment à notre téléphone, contrairement à d'autres applications. C'est très visuel. Et ça, c'est vraiment génial, que ce soit pour l'inspiration ou pour des potentiels clients, de voir un peu tout ce qu'on peut faire. Et en fait, ce qui est génial avec Instagram, c'est la partie stories, où en fait, on peut montrer tout ce qui se passe en coulisses. Et moi, je sais que les abonnés, c'est ce qu'ils aiment, c'est voir comment... La photo finale qui est sur le feed, c'est une chose. Mais en fait, ce qui est chouette, c'est savoir comment il a été fabriqué, quelle petite galère j'ai eue, à quoi il ressemblait avant d'entrer dans le four, à quoi il ressemble après. Et ça, on peut le montrer avec cet outil, c'est génial. Donc oui, je comprends que les gens aient envie de se déconnecter, mais je crois que quand on dit déconnexion, c'est surtout des gens qui passent leur journée devant un écran, dans un bureau. C'est pas mon cas, et du coup c'est vrai que je suis ravi de pouvoir allier mon métier artisanal où je suis déconnecté, mais de temps en temps pouvoir reprendre mon téléphone et me reconnecter aussi avec d'autres personnes. Moi, j'adore regarder tes stories où on te voit en train de tourner des choses. Je trouve que c'est hyper satisfaisant en fait comme image de voir la terre qui tourne et la forme qui se fait. Je te comprends parce que moi-même je regarde des stories de d'autres céramistes et c'est vraiment viral. C'est-à-dire que si je commence à en regarder une, je peux passer ma journée et donc de rien faire d'autre à regarder des vidéos, et il y a un côté apaisant, il y a un côté magique, où on voit la terre se transformer. Oui. C'est pour ça aussi que c'est important de partager. Ouais, carrément. Mais il y a aussi un truc qui facilite, je trouve, quand même, les choses pour les artisans indépendants, c'est les e-shops qui permettent en fait finalement de pouvoir avoir une plateforme, un endroit pour pouvoir vendre, un peu se faire connaître, sans forcément avoir un pignon sur rue. Toi, tu utilises un e-shop pour vendre tes créations ? Alors moi, la première année où je me suis installé, j'ai créé un e-shop, en effet, en me disant, je peux pas... J'ai la chance d'avoir une vitrine, c'est pas toujours le cas, en effet, et je me suis dit, je peux pas même juste offrir des objets à des Parisiens. Enfin, tout le monde devrait pouvoir s'offrir un objet. J'ai créé ce e-shop et en fait, je me suis rendu compte que par rapport à la taille de ma structure, c'est beaucoup de travail.
prendre les photos, gérer les quantités, gérer les envois. Et en fait, tout seul, je ne pouvais pas faire tout ça. Donc, j'ai en fait finalement fermé ce e-shop pour me concentrer sur la vente à l'atelier. Et j'ai pris le parti plutôt de chercher des revendeurs, des petites boutiques de créateurs qui finalement, aux quatre coins de la France, peuvent revendre mes objets et gérer toutes les difficultés que moi je peux pas gérer au quotidien, comme les envois, ces choses-là. Non, c'est sûr. Et là, je suis en train d'envisager, et je le vois de plus en plus, plutôt de faire 2-3 ventes en ligne par an seulement. On se concentre vraiment dessus, je fais une grosse série d'envois ensuite, et je ferme le e-shop pour quelques mois avant de le réouvrir. Est-ce que tu participes au salon Maison et Objets, ou est-ce que c'est un endroit qui t'inspire pour tes créations ? Alors, c'est pas un salon que je fais pour une raison simple. Le stand coûte très très cher sur ces gros salons. Et je sais pas si j'ai envie de le faire pour une autre raison. C'est que si on est assez visible sur ce salon-là et que ça marche bien, on peut se retrouver avec énormément de commandes par la suite. J'ai pas envie d'industrialiser ma production. J'ai pas envie de me tuer non plus à la tâche. J'aime l'idée de petites séries. Et de vraiment travailler avec quelqu'un en face de moi, de pouvoir discuter avec cette personne. Ce ne serait pas le cas sur ces gros salons-là. Je ne dis pas que je ne le ferai pas. Je ne souhaite pas le faire maintenant. Ouais. Ok. Et des plus petits salons comme Clin d'œil, par exemple, qui en organisent de temps en temps ? Ouais, je les connais un petit peu. J'ai pas mal d'amis créateurs qui participent à ces salons-là. Oui, pourquoi pas. Ça, je pense que ce sera la prochaine étape. C'est plus petite échelle, plus raisonnable. Plus petite échelle. On a le client en face de soi. On peut discuter, on n'a pas besoin de produire des années et des années avant. Non, ça pourrait le faire. En plus, je les apprécie vraiment, leur boutique est vraiment super belle. Ouais, c'est clair. Et je sais qu'il y a une bonne ambiance sur ce salon-là. Pourquoi pas ? Ok, bah écoute, j'espère t'y voir bientôt alors. Ça marche. Est-ce que tu as une autre passion que la céramique ? Ouais, j'adore cuisiner. Ah ! Je sais pas si on peut parler de passion. Si. Mais ouais, j'aime bien manger et du coup j'aime bien cuisiner. Je pense qu'il y a un lien d'ailleurs. Voilà, peut-être pour ça que je fais que des objets utilitaires. Du coup, toute ta vaisselle à la maison, c'est toi qui l'as fait ? Ouais, presque toutes. Je l'ai au fur et à mesure remplacée. Il y a 2-3 pièces encore qu'il faudrait que je remplace, mais ouais, il y a quasiment que de la vaisselle artisanale. Et en fait, ce que j'aime bien faire aussi, c'est quand je fais des salons où, du coup, maintenant j'ai pas mal d'amis céramistes, j'aime bien leur acheter une pièce. Une petite collection de tasses, pas que les miennes, tu vois. Ce qui est cool, c'est d'avoir vraiment le travail des autres aussi. Et est-ce que tu as un masterpiece dans tes pièces dont tu es vraiment le plus fier ? Ça, c'est une bonne question. Il y a une pièce que j'affectionne particulièrement, une que j'ai créée au tout début et que je continue à faire, alors qu'en règle générale, je finis par changer de forme. C'est une tasse qui a une anse un peu particulière qui revient à l'intérieur. Ah oui, je l'aime bien celle-là. Ouais, moi aussi. En dernière question, je voulais te demander, si tu n'étais pas céramiste, qu'est-ce que tu serais ? Alors, j'ai fait plein d'études différentes, donc j'aurais pu faire plein de trucs, mais finalement, aujourd'hui, si j'étais pas céramiste, je pense que j'aurais ouvert un café-librairie, un petit endroit où on peut se poser, bouquiner, bien manger, et ouais, surtout discuter, quoi. Je crois que c'est trop cool. Mais t'as déjà un petit café quand même dans l'atelier. Il y a un petit café, je pense que ouais. Finalement. Ouais, il y a des restes, clairement. Merci beaucoup Corentin, c'était super cool. Merci Camille. À bientôt. Salut. Et voilà, j'espère que l'épisode vous a plu et que ça vous a donné envie de mettre les mains dans la terre. Pour ma part, c'est dans la checklist des choses à essayer en 2020. Si vous voulez découvrir l'univers de Corentin, je vous invite à faire un tour sur son site internet et son compte Instagram qui sont indiqués dans la description de l'épisode. Et vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram, Savoir Faire Extraordinaire, pour avoir des petites photos du backstage et ne pas louper la suite du prochain épisode. À très vite pour la suite.